Bonjour à tous, bienvenue sur le Figaro TV, bienvenue dans les studios du Figaro TV. Semaine un peu exceptionnelle avec des ponts et le jour férié de la belle fête de l'Ascension. On ne vous le cache pas, cette émission est, une fois n'est pas coutume, enregistrée, elle n'est pas en direct. On va en profiter pour faire un petit pas de côté et on va en profiter pour faire un tour dans l'histoire et une page sombre de notre histoire, celle du 23 juin 1940, un focus sur la visite de Hitler à Paris et une scène douloureuse pour les Français mais très intéressante à étudier, en particulier sous la plume experte de l'avocat et écrivain, surtout quand on le lit, Michel Guénère. Ascension oblige, un prêtre viendra en plateau pour nous parler de cette fête qui célèbre dans l'Église catholique la vertu d'espérance. Et c'est le thème qu'avait choisi de mettre à l'honneur le pape François cette année avant de nous quitter. Et puis un livre qui met à l'honneur celle que nous avons célébrée dimanche dernier. Gabrielle Cluzel est journaliste, mais aussi et avant tout mère de famille. Elle s'attaque à celles et ceux, selon la formule consacrée, qui se moquent des mères qui, comme elle, ont choisi d'avoir des enfants et surtout beaucoup d'enfants. Avant de lire son livre, vous entendrez son point de vue. Bonjour Michel Guénère. Bonjour. À quelle fascination avez-vous cédé? Celle de la fascination d'Hitler pour Paris, celle à la fascination d'Hitler ou à la fascination de ce qui suit cet événement du 23 juin 1940, la visite d'Hitler sur le Trocadéro avec la tour Eiffel derrière lui? C'est d'abord un mystère que j'ai voulu élucider à ma façon, car tout le monde a vu la photo d'Hitler devant la tour Eiffel, mais quand ça s'est passé, qui a-t-il amené avec lui? Pourquoi a-t-il fait cette visite? Et pourquoi ce jour-là, le 23 juin, qui est le lendemain de la capitulation et de la signature de l'armistice? C'était ce mystère-là que j'ai voulu creuser. Et alors, mon premier étonnement a été que... Pardon, Michel Guénère. Pardon. Quelle est on va revenir peut-être voir sur la photo de couverture, parce que c'est vraiment la photo que tout le monde connaît. Ça fait partie de ces photos, comme on appelle les photos iconiques, qui font le tour de l'actualité. Notre regretté confrère Christophe Deloire avait consacré un livre en son temps sur l'homme qui était face au char qui descendait sur la place Tiananmen en 1989 en Chine, en s'interrogeant sur qui était sur cette photo. Et là, effectivement, c'est toujours une photo que l'on voit, mais que l'on ne décrypte pas. Or, vous passez beaucoup de temps au début de votre livre à vouloir décrypter cette photo. Et est-ce que c'est en la décryptant, en la regardant, que vous vous êtes posé la question, mais que s'est-il passé ce jour-là? En effet, mais comme je vous le disais à l'instant, ce qui m'a étonné, c'est que les grands biographes de Hitler, et ceux qui ont analysé la période de la Seconde Guerre mondiale, ont passé sous silence ce jour de visite. Pourquoi? Ils l'ont considéré comme à la fois anecdotique, parce que extérieur au sujet principal de la guerre, et de toutes les monstruosités qui ont accompagné cette guerre, et parce que d'une autre façon, comme Hitler se révèle dans ce moment de 2h30, très bref, peut-être que ça les dérangeait de voir un homme qui recherchait les preuves historiques de sa culture, qui amenait avec lui des gens de qualité comme Albert Speer et Arno Breker. Donc Albert Speer qui est l'ingénieur en armement et en architecture exact. Du Troisième Reich, et bien sûr Arno Breker qui est l'artiste officiel. Qui est le sculpteur. Et en fait, peut-être, ça a dérangé les historiens de rentrer dans la découverte d'un homme qui n'était pas le monstre, mais qui était à sa façon un mélomane, un curieux de Paris, qui avait en arrière-pensée de construire un Berlin plus beau que Paris, et qui peut-être a voulu voir Paris à cette fin. C'est intéressant, je dis, c'était peut-être pas le monstre, mais justement, ce qui ressort de votre livre, et ce qui ressort de cette visite, c'est encore plus la monstruosité d'Hitler sous un angle qui est effectivement très abordé par les historiens, peut-être mal abordé. En tous les cas, quand on vous lit, on se dit que ça mérite d'être analysé avec plus de finesse.
à travers sa mégalomanie et à travers son hubris. Hitler est étonnant dans cet épisode. Il arrive à 5h30 le matin. Il a dû se lever très tôt auparavant, puisqu'il vient de sa taverne tanière où il a inspecté et suivi la guerre éclair. Et il arrive avec 25-30 autres personnes. Et il visite Paris, incognito, impunément. Et il connaît Paris, qu'il n'avait jamais vu mais qu'il avait étudié. Et ça, c'est étonnant. Voilà. C'est tout simplement ça que j'ai voulu restituer, avec, je le répète, les personnes qui l'accompagnent, le parcours qu'il a tracé, et puis des moments un peu clés, comme le moment consacré au premier monument, l'Opéra Garnier, et peut-être, on en parlera, le moment consacré au recueillement sur la tombe de Napoléon aux Invalides. Il y a un autre moment qui est très intéressant que vous évoquez, c'est le moment où il s'approche de l'Arc de Triomphe, où il est aperçu par de rares Parisiens. Alors, Paris s'est vidé. Comme on le sait, historiquement, dès le 14 juin, Paris est déclaré ville ouverte, les Allemands sont rentrés, et il y a eu un exode. On reprécise un peu ce qu'était le concept de ville ouverte. C'était une ville qui refusait d'être assiégée ou qui refusait de faire la guerre pour éviter une destruction. Exact. Et donc, depuis le 14 juin, Paris n'est pas menacé de sévices de guerre, comme d'autres villes l'ont été. Je pense à Prague, je pense à Varsovie, de la part du même Hitler. Il arrive à Paris, dans une ville qui est déserte, un dimanche matin, très tôt, et en réalité, il ne voit personne. Ce n'est qu'à la fin de la visite, quand il traverse les halles, qu'il est un peu alpagué par 2-3 vendeuses de poissons, et puis un livreur de journaux qui sont totalement étonnés de voir Hitler en chair et en os traverser Paris comme ça, de manière personnelle et sans rencontrer le moindre obstacle sur ce parcours. Et ça, c'était étonnant. Moi, je m'étonne que les historiens qui ont beaucoup travaillé sur cette période n'aient pas cherché les raisons de cette visite. Même pas Henri Amouroux, par exemple. Même pas Henri Amouroux. Alors, les indices que j'ai cherchés et trouvés, je les ai trouvés essentiellement dans les livres mémoires de Arnaud Breker et de Albert Speer. J'ai été aussi à la préfecture de police de Paris, aux archives de la préfecture de police de Paris, où il y a un petit dossier, avec notamment un rapport du préfet Langereau, qui raconte que Hitler est venu à Paris et n'a pas pris de repas. Et d'une manière générale, ça n'a pas été sûr. Alors il y a eu un petit film, que l'on peut totalement repérer aujourd'hui, voir sur YouTube, mais il me semble... je demande à mes lecteurs ce qu'ils en pensent après la lecture des seules 100 pages de ce texte. Qu'est-ce qu'ils pensent de Hitler à travers cette visite? Et ça, pour moi, ça reste un mystère entier. Pourquoi Paris fascine et a fasciné Hitler? Et ça, c'est l'une des révélations de votre livre. Alors, je pense que quand il présente le concours de l'Académie des Beaux-Arts à Vienne, il étudie forcément d'autres villes et d'autres réalisations artistiques en Europe. Et je crois qu'il a commencé sa fascination pour Paris à ce moment-là. Puis, il a en tête, je le disais à l'instant, la construction d'une grande capitale de Berlin qui doit supplanter Vienne, qui doit supplanter Paris, mais il sait que Paris a la place de la Concorde, l'avenue des Champs-Élysées et des monuments magnifiques. Donc, je pense qu'il a une arrière-pensée de bâtisseur, d'architecte, lui qui a démoli tant de choses quand il vient à Paris le 23 juillet au matin. 23 juin au matin, pardon, le 23 juin au matin. Et il a effectivement, dans les 7 arrêts que j'ai dénombrés, il a effectivement un regard à chaque fois sur une arrière-pensée ou une projection de la construction de Berlin. D'ailleurs, Speer est là à sa droite pour enregistrer toutes ces demandes à ce moment-là. Vous dites la première station, c'est donc tout près d'ailleurs des studios du Figaro, c'est l'Opéra Garnier. Ouais. Est-ce qu'il regarde le plafond de Chagall? Je sais pas.
Je sais pas. J'ai vraiment beaucoup cherché. Parce que Chagall est juif. Hein. Je sais pas. Je sais que il est dérangé quand il rentre dans la cour des Invalides par la statue du général Mangin, parce que le général Mangin avait occupé la Roure après la Première Guerre mondiale. Là, je ne sais pas, ce que je sais que... c'est une des figures de la victoire française de la Première Guerre mondiale. Bon. Évidemment. Ce que je sais, c'est qu'à l'Opéra Garnier, il connaît assez bien l'Opéra Garnier, puisque le pompier de service qu'on a convoqué pour ouvrir et allumer comme un soir de fête l'opéra, il lui pose des questions, notamment sur où le président de la République reçoit ses hôtes, ou comment a été transformé tel salon qui a disparu, etc. Et là, il bluffe à la fois tout son entourage, par sa connaissance de l'Opéra Garnier, et le pompier de service qui voit qu'il connaît assez bien l'Opéra Garnier, alors qu'il n'est jamais venu à Paris auparavant. Vous racontez une anecdote, d'ailleurs, il demande à ce que on donne une gratification au pompier de service, qu'il la refuse. Ouais, absolument. Le premier Français qu'il voit se comporte dignement. C'est assez fascinant, c'est-à-dire qu'on voit quand même qu'il y a dans tout ce que vous évoquez, les réactions, à part effectivement les vendeuses des Halles, sont des réactions à la fois de stupéfaction, d'étonnement et quand même d'éloignement, voire de rejet. Ben, j'ai un second étonnement, c'est que quand il quitte l'Opéra Garnier, il va à la Madeleine. Il n'aime pas la Madeleine, d'après Brecker, parce qu'il la trouve sombre et il la trouve un peu déprimante. Et avant de quitter la Madeleine, il ficelle sur son siège le sacristain qui leur a ouvert les portes, parce qu'il craignait que le sacristain aille raconter partout que Hitler allait visiter Paris. C'est assez étonnant. Après, quand il remonte les Champs-Élysées, il y a un prêtre qui traverse les Champs-Élysées à ce moment-là, et Hitler demande à ce que tout le monde s'arrête pour laisser passer le prêtre, et les voitures repartent. Je ne suis pas sûr que le prêtre l'ait vu. En tout cas, c'est une autre anecdote. Mais en tout cas, Paris est désert, et il visite un Paris que peut-être personne n'avait vu avant, et peut-être personne ne verra jamais. Alors, quand on regarde ces images et quand on voit effectivement les films qui ont été tournés à l'époque, et notamment dans les documentaires historiques qui sont consacrés à la défaite de juin 40, on voit toujours cette séquence être enchaînée à la demande de l'armistice par le maréchal Pétain, et ensuite par la signature de cette même armistice à Rotonde, où Hitler vient d'humilier la France, puisque l'armistice est signé dans le même wagon où a été signé l'armistice de 1918, et Hitler en sort en faisant justement le salut nazi, ce qui est quand même dans les récits et l'un des stigmates de cette humiliation de la défaite de 1940. Cette visite donc survient, et elle intervient juste après la signature de l'armistice, vous racontez. C'est un peu une récompense pour lui d'aller à Paris. En tous les cas, ça a toujours été vu comme ça. Et vous dites, non, c'est quelque chose, ça va un peu plus loin que une visite comme on voit justement dans les guerres, et encore aujourd'hui dans les guerres modernes. Bien sûr, comparaison n'est pas raison, mais quand on voit par exemple Poutine aller à Sébastopol après le référendum sur la Crimée en 2014, où on voyait souvent, notamment pendant la guerre en Syrie, Bachar al-Assad se rendre dans certains endroits qui étaient repris par son armée. On se dit, il y a le côté prise de guerre. Mais en fait, c'est plus profond que ça. Il y a quelque chose, une espèce de... on se demande s'il n'y a pas une forme de revanche sociale, d'ailleurs, dans cette visite. C'est pas une visite de conquête. C'est pas une visite politique. Son entourage, au-delà de Speer et de Brecker, aurait aimé un grand défilé sur les Champs-Élysées, ce qu'il fera d'ailleurs à l'automne à Strasbourg. Non, c'est une visite privée, une visite presque de mélomane, une visite égoïste, incroyablement solitaire et possessive de Paris, et
où il prend Paris en modèle de sa culture passée ou de ce qu'il veut construire pour l'avenir, ni plus ni moins. Il ne rencontre aucun officiel ne le raccompagne au Bourget quand il repartira vers 8h30 du matin. Je crois que... Donc cette visite, c'est quand même, encore une fois, on va peut-être revoir la photo, c'est entre 5h40 et 8h30 du matin. Ouais. Hitler est victorieux, et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'Hitler est victorieux, et il devient, à ce moment-là, populaire en Allemagne, du fait de cette victoire éclair contre l'ennemi honni, contre l'ennemi français. Et pourtant, c'est ça qui est frappant, c'est que cette visite s'effectue en catimini, et que, néanmoins, elle est soigneusement mise en scène. Oui, je crois qu'il a... ma conviction, c'est qu'il l'a programmé tout seul, sans conseil, car Hans Speidel, qui l'accueille à l'Opéra Garnier, tentera durant la visite de lui suggérer telle et telle chose. Ça, je l'ai su en lisant Breker et Speer, mais en réalité, Hitler n'a pas besoin de conseils sur la ville de Paris. Ça, c'est étonnant aussi. Et ça, c'est étonnant, parce que vous dites, en fait, à travers cette visite, on apprend beaucoup sur un trait de caractère d'Hitler, assez classique chez les tyrans, mais c'est sur l'hubris. Et vous mettez en parallèle cette visite avec la décision qui va être prise un peu plus d'1 an après, d'aller lancer l'opération Barbarossa sur le front de l'Est, qui sera finalement l'opération de trop pour le Troisième Reich. Pourquoi établissez-vous ce lien ? Historiquement, quand il rentre le 23 juin, quand il retourne le 23 juin au sud de la Belgique, dans sa tanière, avec Breker, avec Speer, et ils ont un dîner tard le soir, tout ça je l'ai lu, il est au sommet de sa gloire. Il a plié le traité de Versailles, il a occupé en une année et demie 10 à 12 pays, il est à la tête d'un empire de 400 millions d'individus, il a une armée de 30 millions d'individus, il est au sommet de sa gloire. Il s'arrêterait là, je pense qu'il durait. Et à ce moment-là, il décide, peut-être parce qu'il est pris maintenant d'une mégalomanie architecturale et esthétique, il est privé de lucidité. À ce moment-là, c'est Speer qui l'écrit ça. Speer dit, à ce moment-là, peut-être que l'art l'a trop enivré, peut-être qu'il pense à autre chose que la guerre, et il se lance dans la guerre contre l'Union soviétique, qui le perdra. À ce moment-là, quasiment, on a l'impression que la visite qui a été peu sondée historiquement est pourtant l'apogée d'Hitler, car après elle, il n'y a que de mauvaises nouvelles, et puis très très vite, tout ce qu'il a construit sera renversé par l'histoire. Une dernière question, certes c'est une apogée, certes il a une fascination pour Paris, certes il veut copier et dépasser Paris, d'un autre côté ça n'empêche pas d'avoir voulu la détruire et de la faire notamment bombarder depuis le Pas-de-Calais, même si les V2, notamment conçus par Albert Speer, n'arrivent entre guillemets que sur la banlieue. Alors j'ai une rectification historique grâce à des amis qui m'ont alerté sur voulait-il brûler, détruire Paris en 1944. En réalité, après avoir recoupé beaucoup de choses, je pense qu'il n'a pas voulu faire ça. Il le dit à Otto von Abetz, l'ambassadeur, quand il le retrouve à Berlin en 1944. Il n'a jamais voulu détruire Paris. On a fait un film sur Paris brûle-t-il à partir d'une question qu'il aurait posée par un télégramme. On n'a jamais retrouvé historiquement ce télégramme. Et von Solzitz, qui s'est mis en avant... Qui était le gouverneur militaire de Paris. Ouais. En réalité, n'avait pas les moyens de dynamiter les ponts de Paris comme il l'a laissé entendre. Oui, et en revanche, il en avait bien l'intention. Mais c'est ce qu'on apprend également en lisant votre livre. La visite, un livre qui est très très intéressant, très
déroutant parfois, mais qui est extrêmement, c'est vraiment un vrai plaisir de lecture, une écriture absolument superbe, et qui analyse tout un pan de la Deuxième Guerre mondiale à l'aune des mégalomanies d'Hitler. Et c'est aux éditions Grasset. Merci beaucoup, Michel Guénère. Merci. Ce jeudi, les chrétiens ont célébré l'Ascension. Les fidèles associent cette fête à ce qu'ils appellent la vertu d'espérance. Et l'Église catholique, par la voix du pape François, avait déjà lancé une année consacrée à cette vertu théologale. On écoute le défunt souverain pontife, c'était le 24 décembre dernier. Sorelle e fratelli, questo è il Giubileo, questo è il tempo della speranza. Esso ci invita a riscoprire la gioia dell'incontro con il Signore, ci chiama al rinnovamento spirituale e ci impegna nella trasformazione del mondo, perché questo diventi davvero un tempo giubilare, lo diventi per la nostra madre terra, deturpata dalla logica del profitto, lo diventi per i paesi più poveri, gravati da debiti ingiusti, lo diventi per tutti coloro che sono prigionieri di vecchie e nuove schiavitù. Bonjour Père Pascalide. Question simple, même si on ne fait pas du catéchisme, question-réponse, mais qu'est-ce que l'espérance ? Ah oui, bonne question. Alors c'est d'abord un sentiment, l'espérance. J'espère ce qui va être difficile à atteindre, qui est futur, et je vais tendre vers. Donc avant même d'être une vertu théologale, comme vous avez dit, c'est d'abord en effet un mouvement que tous les hommes connaissent. Il y a des moments où on espère, des moments où on est découragé. Question, peut-être avant de rentrer plus en détail sur votre livre. Vous êtes prêtre, mais vous êtes aussi médecin de formation. Est-ce que vous observez, en tous les cas, des symptômes de la désespérance chez les Français, et en particulier une société qu'on a dit souvent désespérée? Ah oui, c'est clair, même certains disent que le désespoir serait en quelque sorte même une espèce de symptôme assez français. Hein. Déjà Bernanos, il y a quelque temps, notait bien que son péché mignon à lui, il disait même en tant que Français, c'est à quoi bon ? Et de fait, je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de signaux, en tout cas, que l'on met en avant, nous disent que nos hopes, mais est-ce qu'on va avoir des enfants dans la prochaine génération ? Est-ce qu'il est possible, en effet, avec cette planète qui s'épuise, de pouvoir encore envisager le long terme ? Il y avait un rapport, il y a quelques années, qui montrait que chez la plupart des jeunes, l'avenir s'envisageait à 2, 3 jours, 4 jours à l'avance. Est-ce que l'espérance, c'est une méthode Coué où on se dit ça va aller mieux? C'est ce qu'en effet dit le marxisme. Hein. Et même aujourd'hui, l'espèce de courant néo-bouddhiste nous disent en effet, vivons l'instant présent, parce que quand on est dans le passé, on est dans le regret, quand on est dans l'avenir, on est finalement dans les illusions qu'on va perdre tôt ou tard. Et donc, on a l'impression que l'espoir nous ouvre à quelque chose qui n'existera pas. Alors, l'espoir et l'espérance, c'est la même chose? Alors, c'est intéressant de voir que le français, avec une langue inventée par Tolkien, est la seule langue qui distingue ces deux mots. En anglais, par exemple, hope, il n'y en a qu'un seul mot. Donc, si on veut distinguer, on va dire que l'espoir, c'est le sentiment d'espoir, et l'espérance, c'est quelque chose de plus fort, comme la vertu d'espérance. La différence avec l'optimisme ? Ah oui, alors l'optimisme, je pense, c'est plutôt un trait de caractère. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont davantage portées à se réjouir, des personnes qui voient davantage la bouteille à moitié vide. Donc ça, c'est plutôt un trait de caractère, hein, tout simplement. Et là, on n'y peut rien, c'est une espèce de donnée caractérologique. L'espérance est vraiment une disposition, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut pratiquer et surtout conseiller aux pessimistes. Qu'est-ce que justement, quel conseil, comment conseillez-vous à un pessimiste de pratiquer l'espérance ? Je pense que c'est une question de regard. Cette question, c'est un peu comme la peur. Celui qui a peur et qui est agité par la peur, agit et agité par la peur, il va se focaliser sur les signaux négatifs. C'est vrai, il va lire par exemple ce qui est indiqué par rapport aux médicaments, il y a des chances qu'il y ait tel ou tel effet secondaire, il va se focaliser dessus, et alors que les chances de dire qu'il y a un choc anaphylactique quand je prends de l'aspirine, mais c'est un cas sur 1 million, lui, il va le ramener subjectivement à 1 cas sur 2. Donc la manière de faire, c'est de dire, mais au contraire, voyez les possibles positifs. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites sur les possibles positifs. Question précisément, est-ce que il faut faire est-ce qu'il y a une corrélation, ou établiriez-vous un lien entre le fait que
la société est désespérée, ou bien en tout cas il y a un no hope, et le fait qu'il y ait une aversion au risque. Ah oui, bonne remarque aussi. Je pense qu'en effet, le principe de précaution appliqué systématiquement est absolument invivable. Et désespérant. Ah oui, désespérant, parce que de fait, si vous prenez les grandes décisions de la vie qui sont les plus importantes, qui sont irréversibles, s'engager dans le mariage, par exemple, donc s'engager dans une relation qu'on espère être pour toujours, ou avoir un enfant, ce sont en effet des relations qui sont risquées. Bien évidemment. Or, ce sont les relations qui ouvrent le plus et qui sont les plus fécondes. Donc, je pense que, au contraire, alors, c'est pour ça qu'il faut coupler, en effet, la vertu d'espérance avec la vertu de courage. Ce sont les deux vertus qui nous ouvrent à l'avenir. Alors, précisément, comment aujourd'hui vous définiriez, je reviens à la question de départ, comment vous définissez l'espérance justement en relation avec le courage? Alors, donc l'espérance, alors, comme vertu elle-même, alors c'est vrai que pour le chrétien, l'espérance, elle n'est pas seulement tendue vers j'espère me marier, j'espère avoir un travail, j'espère en effet... Oui, parce qu'il y a quelque chose de proactif, c'est quand même, c'est aussi un désir. Alors, c'est ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est d'abord une énergie humaine. C'est plus que le désir. Le désir, simplement, je sais pas moi, quand je suis sur la place Saint-Pierre et donc le nouveau pape va être élu, j'ai le désir qu'en effet, il apparaisse ici. Non, c'est simplement un désir. Par contre, j'espère peut-être que ça soit un tel ou un tel. Là, c'est plus difficile. Et il y a en nous ce sursaut. Il n'y a pas seulement des désirs, il y a une capacité à surmonter les obstacles. Ça caractérise véritablement. L'espoir, c'est pas seulement une espèce de 100 mètres plat, c'est un 110 mètres à obstacle, 110 mètres haies, qui me permet de surmonter. Donc ça, c'est simplement l'espoir du point de vue humain. L'espérance vise plus que simplement un but humain, ça vise carrément celui qui est le but de notre vie, Dieu lui-même. Et donc, qu'est-ce qui va caractériser l'espérance? C'est à la fois Dieu, mais je ne peux pas l'atteindre tout seul. Donc, c'est Dieu qui, en lui-même, va nous donner l'énergie pour l'atteindre. Pour le définir de manière très simple, espérer, c'est attendre Dieu de Dieu. C'est pour ça que c'est théologal. Parce que là, effectivement, on est parti dans les altitudes très vite. Attendre Dieu de Dieu, qu'est-ce que vous entendez par là? Je veux dire par là que il y a des choses que je peux faire tout seul. Saint Thomas d'Aquin disait ça. Dans le désir, je fais les choses tout seul. Dans l'espoir, je vais faire appel à un autre qui va m'aider. Et donc dans ce sens-là, c'est Dieu qui va m'aider à l'atteindre lui-même. Donc à la fois Dieu est celui qui est le but de ma vie, est aussi celui qui est l'origine même de cette vertu. Il est à la fois cause et objet en termes techniques. Est-ce que les chrétiens espèrent que ça ira mieux demain sur Terre, ou à l'inverse, est-ce que les chrétiens se disent peu importe que ça aille mal sur Terre, de toute façon ça irait mieux après la mort parce que on ira au ciel? Et on retombe sur la question du marxisme, puisque c'est ce que reprochait Marx avec l'opium du peuple. Alors, je dirais que c'est les deux plus un troisième, parce que c'est à la fois, en effet, ça ira mieux demain, c'est le fait que c'est vrai qu'il y a une aspiration. Ultimement, la vie éternelle, ça a vraiment du sens, que Dieu efface toutes les larmes de nos yeux, que enfin je puisse rencontrer ceux que j'ai perdus, qui me sont tellement chers, etc. C'est des espérances réelles et qu'on en a vraiment... c'est de retrouver ceux qu'on a perdus, et c'est de les retrouver après la mort. Et pas seulement dans ma mémoire, mais réellement. Donc espérer la vie éternelle, c'est tellement important. Mais ce qui est passionnant pour le chrétien, c'est que, en fait, il ne s'agit pas seulement de regarder l'avenir, mais l'événement fondateur qui est la résurrection. La victoire est déjà acquise. Il y avait une image très belle que donnait un pasteur protestant, Kuhlmann, il disait « Aujourd'hui, on est entre le D-Day, donc le 6 juin 1944, on sait que la victoire est acquise. Il n'empêche qu'il faudra 1 an pour qu'elle soit effective. Et nous sommes entre les deux, la victoire finale du Christ et la résurrection qui nous l'a déjà donnée. » J'avais jamais pensé à l'histoire du salut, et en tout cas la révélation chrétienne à travers le débarquement et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais comme ça on est tout à fait raccord avec le thème précédent, Père Pascalide. Vous dites que Dieu espère l'homme, c'est une belle formule. Alors, j'allais être insolent, j'allais dire c'est une belle formule de curé, mais ça veut dire quoi exactement? Du jus de curé, comme dit Madeleine Delbrel. Ça, elle vient pas de moi, elle vient de Benoît XVI dans cette très belle encyclique sur l'espérance. Il raconte l'histoire de Bakita, sauvé par l'espérance. Et Bakita, qui est cette esclave du Darfour, qui ne connaît pas Dieu, et qui va être maltraitée au point qu'elle aura plus de 160 cicatrices sur son corps, jusqu'au jour où elle va découvrir qu'il y a non pas un maître qui tyrannise, mais un maître qui la sauve. Et Benoît XVI, cette belle formule, il dit, elle découvre qu'elle était attendue par Dieu.
C'est-à-dire que c'est pas seulement moi qui suis le sujet de l'espérance, moi j'attends Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui m'attend. Pourtant, je ne suis pas un grand catéchisé, mais j'ai cru comprendre que Dieu n'avait pas besoin de l'homme. Alors ça c'est vrai, du point de vue de absolu. La femme, de l'être humain. Malheureusement, mais c'est ce qui me garantit la gratuité de la création, donc tant mieux qu'il n'ait pas besoin de moi. Par contre, quand il m'a créé, là on devient tout pour lui. Ça, c'est bouleversant. Et donc, dans ce sens-là, lui, véritablement, il m'attend, comme le père de l'enfant prodigue attend son fils. Et ça, c'est bouleversant aussi. C'est lui qui, en quelque sorte, comme l'appelle. Vous avez déjà remarqué une icône? Quand vous rentrez dans une pièce qui a une icône, son regard est déjà là. Elle nous regarde déjà avant même qu'on soit rentré. Et elle va nous suivre pendant tous nos déplacements. C'est comme ça qu'est le regard de Dieu. Ça, il y a une très belle formule d'un... Oui, parce que c'est comme ça que sont conçues les icônes. C'est d'où qu'on la regarde, on a toujours l'impression qu'elle nous regarde. Et qu'elle nous précède. Et Paul Baudiquet, qui avait commenté Rembrandt, cette très belle formule, les regards qui nous sauvent sont les regards qui nous espèrent. Les parents, c'est ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Quelle espérance ils ont sur... Et en général, ils veulent plus pour leurs enfants que l'enfant lui-même. Est-ce que les idéologies puisent dans le même ressort que cette vertu d'espérance? Alors, pour une part, parce que c'est vrai que, Dieu sait que je ne suis pas marxiste, mais le marxisme proposait un but à l'humanité. Ça, c'est le changement entre le libéralisme et le marxisme. Le marxisme, on voit bien, il espérait l'avènement de la société sans classe. Quand le libéralisme apparaît, et de fait, aujourd'hui, le libéralisme est quand même extrêmement présent, c'est ce que dit Fukuyama, c'est la fin de l'histoire. C'est pas par hasard si apparaît le transhumanisme. C'est un nouveau récit, grand récit, qui va structurer l'espérance. Et aujourd'hui, c'est une vraie question. Quels sont les grands récits qui structurent? Si c'est juste le transhumanisme, vous voyez où on va. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que même les bouddhistes eux-mêmes, je pense à Johanna Massy, s'est rendu compte que rester dans le présent ne suffit pas. Si on veut véritablement mobiliser et devenir éco-responsable, il faut, comme elle dit, une active hope. Espérance active. Donc, votre thèse, c'est de dire que par rapport au bouddhisme qui promet justement le pouvoir de l'instant présent. Un bien-être né de l'absence de désir et de l'absence de projection, c'est vous paraphraseriez les marxistes en disant occupe-toi de l'avenir, camarade, sinon l'avenir s'occupera de toi. Moi j'aime beaucoup cette formule. En fait, l'avenir s'invite dans le présent grâce à l'espérance. Quand j'ai de l'espérance pour l'autre, je vois en l'autre ce qu'il va devenir que lui-même ne voit même plus. Vous citiez Bernanos. Et vous citez une formule qu'on entend beaucoup chez Bernanos, c'est espérer contre toute espérance. Alors c'est vrai. Traduction. Alors ce que ça veut dire, c'est que c'est vrai qu'il y a nos petites espérances humaines qui en effet font que je vois tout ce qui est encore possible. Je pense que l'espérance ne grandit véritablement que lorsque apparemment il n'y a plus d'espoir, ce qui va m'obliger moi à durer dans le temps et à agrandir l'espace en moi. Là de ce point de vue-là, moi j'aime beaucoup ce qui se passe dans l'Écriture quand on voit un Nicodème, il comprend rien au discours de Jésus, c'est un pharisien à qui Jésus vient lui enseigner un certain nombre de choses, il comprend pas, mais il va apprendre, il va garder ça dans sa tête, et 3 ans plus tard, quand il va voir Jésus sur la croix, là, il va comprendre. Et donc, je pense que l'espoir en moi grandit quand je suis prêt à attendre l'autre. Je ne vois véritablement pas d'horizon, mais je sais que ça va arriver tôt ou tard. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que nos espérances sont souvent trop courtes, et que savoir durer malgré les obstacles, savoir durer alors que l'autre envoie des signaux négatifs, ça me permet de faire grandir mon espérance. Justement, vous avez tout un chapitre très intéressant qui s'appelle « Persévérer ». En quoi ça permet d'espérer? Je dirais même, il y a persévérer, le fait de durer, comme on vient de le dire. Je pense qu'il y a même plus que ça, le regard inconditionnel. Je pense à l'exemple étonnant de Maria Teresa Carloni. Alors, c'est une mystique italienne qui avait capacité ubiquitaire, elle passait derrière le rideau de fer, elle était en contact avec 4 Il faut vraiment être prête pour croire à ça. Oui, complètement. En tout cas, elle-même, donc elle envoyait des messages, mais surtout, le plus étonnant, et c'est pour ça qu'elle m'a intéressé, c'est que début 1953, on va parler d'un autre grand tyran de l'histoire, un certain Staline. Elle est demandée par Dieu pour aller à ses côtés, prier pour lui et offrir sa vie. Elle dit, j'ai jamais souffert autant. Je peux vous dire que lorsque j'ai vu ça, moi quand même j'ai ma petite liste, ma blacklist, Hitler, Pol Pot, Staline.
quand je vois que même Dieu avait une espérance sur Staline au point d'envoyer cette mystique pour pouvoir faire en sorte qu'il soit sauvé. Je ne sais pas s'il est sauvé, mais en tout cas, il a tout fait pour. C'est ça, persévérer. L'espérance, c'est de savoir qu'on peut convertir, en tous les cas, l'espérance à l'époque consistait à se dire on peut convertir Staline, on peut convertir Hitler. C'est la super parole de Saint Paul, hein. La charité espère tout. Oh, mais vraiment, j'espère vraiment qu'il n'y a personne en enfer. C'est un lieu tellement effroyable. Hein. Ouais. Alors justement, et en tous les cas raconté par Dante, effectivement, ça donne pas du tout envie. Est-ce que les chrétiens les chrétiens sont ceux qui espèrent qu'ils iront au paradis quoi qu'il se passe? Alors bien sûr, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus insiste là-dessus. Il dit mais si même tu penses que tu passes par le purgatoire, tu manques d'espérance. Hein. Tu penses pas que Dieu lui-même n'aime pas que l'homme souffre, mais vraiment en rien. Donc il aspire vraiment à ce qu'on soit. La question justement de beaucoup d'incroyants se pose, c'est pourquoi permet-il le mal? Pourquoi permet-il la souffrance? Si vous voulez qu'il n'y ait plus de mal, pas de souffrance, en l'occurrence, ôtez-nous la liberté. Est-ce que les incroyants sont prêts à perdre leur liberté? Lewis disait, les portes de l'enfer sont fermées de l'intérieur. C'est pas Dieu qui a inventé l'enfer. C'est simplement, il permet à ces personnes qui ne l'aiment pas, qui le détestent profondément, de ne pas souffrir de sa présence. Vous dites qu'il y a parfois une forme de lucidité dans la désespérance, c'est-à-dire qu'on se dit, tout ce qui se passe, ça va mal, et il n'y a pas de raison, si on est intelligent, si on observe, que ça aille mieux. Donc, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il faut être un abruti pour espérer? Je pense qu'en effet, ce qui va caractériser l'espérant, c'est qu'au lieu de se focaliser simplement sur les défauts, sur ce qui ne va pas, il y a au contraire la capacité à pouvoir repérer qu'il y a toujours des ressources. Donc c'est vrai que ça suppose... C'est très intéressant, c'est-à-dire repérer qu'il y a des ressources, ça ne veut pas dire que ça va aller mieux, mais il y a si je vous suis, si on utilise ces ressources, on peut faire des choses qui permettent d'aller mieux. C'est là où l'espérance, je reprends votre formule, est proactive. Ah oui, exactement. Alors, je pense en effet, vous savez la formule de Bernanos qui disait les optimistes sont des imbéciles heureux et les pessimistes des imbéciles malheureux. Et les optimistes n'ont pas pitié des hommes. Ah, c'est superbe. Et donc le réalisme, au contraire, honore les deux. Donc va voir à la fois la toute-puissance de Dieu et aussi les ressources présentes dans l'homme et dans la nature, la capacité de résilience qu'il y a dans la nature. Ça, quel lieu d'espérance. Merci beaucoup, Père Pascal Hide. L'espérance de Dieu, il faut lire d'abord tous les livres de Pascal Hide, ils sont très stimulants, on en ressort plus intelligent et pour les mieux disposés, peut-être plus sain. L'espérance de Dieu, c'est aux éditions d'Esclade Brouwer, et je recommande aussi mais il va falloir que vous reveniez nous en parler, parce que c'est très important, complotisme et anticomplotisme, c'est sur cet aspect, sur ce dossier, l'un des livres les plus fins et les plus nuancés, et c'est chez Artege, et donc on prend rendez-vous pour la prochaine fois, Père Pascal Hide. Merci beaucoup. Maintenant qu'on vous a eu. On a fêté les mères ce dimanche, mais respecte-t-on vraiment ces femmes qui choisissent, désirent ou acceptent la maternité et la maternité nombreuse? Vous souvenez-vous par exemple de la polémique qui avait, par exemple, suivi cette déclaration d'Emmanuel Macron, c'était en 2018. 63% of non-indicated adults today are women. That's the deep roots of the gender inequalities. One of the critical issues we have regarding the African demography is the fact that this is not a chosen fertility. I always say, please present me the lady who decided, being perfectly educated, to have 7, 8, 9 children. Et donc nous avons aujourd'hui une mère de famille nombreuse qui a fait qui est parfaitement éduquée, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron. Elle en a fait d'ailleurs un livre, Méfiez-vous de la France mal élevée, et qui a été brillante, avec les meilleures écoles de commerce, qui a commencé consultante et qui est mère de famille nombreuse, 6 enfants, je crois. 7, bravo Gabriel Cluzel, vous voyez. Merci d'être là, comme ça me permet de rectifier. Donc effectivement, cette phrase d'Emmanuel Macron en 2018 vous fait bondir. Et ce qui est intéressant, c'est que en vous lisant, on découvre que il y a beaucoup de mères de familles nombreuses, et en tout cas qui ont voulu et désiré la maternité, et c'était pas forcément des lectrices de Boulevard Voltaire.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Moi, j'ai été très frappée par cette phrase d'Emmanuel Macron, qui en dit long quand même sur un état d'esprit général. Alors, pour être tout à fait honnête, il s'est quand même pris une petite volée de bois vert d'un certain nombre de femmes à travers le monde. Il a précisé que d'ailleurs, c'était dans un contexte particulier, et on l'entend dans cette phrase, soyons honnêtes, c'est concernant certaines femmes en Afrique qui subissent, enfin en tous les cas, il parlait de maternité subie. Oui, alors, pardon, mais que ça se passe en Afrique ou ailleurs, j'ai envie de dire, de préciser que ça se passe en Afrique, c'est presque un réflexe, si vous me permettez l'expression, néo-colonialiste. Les Africaines aussi ont le droit d'avoir des enfants et le nombre qu'elles souhaitent et considérer que c'est leur richesse. Donc, j'avoue que j'avais trouvé cette mise au point presque déplacée. Ce qui est certain, c'est que les femmes du monde entier l'ont pris comme tel. Alors, je ne vais pas lui jeter la pierre à lui spécifiquement parce que je crois qu'il fait partie d'un état d'esprit général. Vous savez, il y a un état d'esprit aujourd'hui qui présuppose que chez une femme, l'utérus et le cerveau sont inversement proportionnels. Voilà. Et c'est quand même assez problématique. Je me souviens du reste que Chantal Delsol avait réagi. Vous savez, elle a 6 enfants, elle est philosophe. Personne n'émettra l'idée qu'elle n'est pas parfaitement éduquée. Et elle avait réagi à cette phrase. Mais c'est très très significatif. Vous citez notamment Ursula von der Leyen, qui est présidente de la Commission, assez amusant, présidente de la Commission européenne, mais à également. À l'époque, elle était ministre de la Défense, donc dire ça alors que la ministre de la Défense allemande a 7 enfants, c'était quand même assez particulier. Que vous inspirent les propos de l'actrice Vicky Krieps, citée d'ailleurs par le Figaro ces dernières heures, ces derniers jours? Je trouve très difficile d'avoir des enfants, de devoir travailler et de ne pas me sentir coupable. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. C'est vrai que la culpabilité, c'est au cœur de la maternité. Je ne pensais pas que vous alliez évoquer ce sujet, mais c'est très intéressant. Vous savez, on parle de la culpabilité d'Ève. Je vais vous donner mon interprétation. Elle est moins coupable d'avoir tendu la pomme à Adam. Vous avez vu un curé avant, vous me faites Adam et Ève. Voilà. Après tout, Adam, c'était un grand garçon, il avait qu'à pas prendre la pomme, mais la culpabilité d'Ève, c'est de ne pas avoir su réconcilier Abel et Caïn. Ça, j'en suis persuadée. Donc c'est vrai que la culpabilité, elle habite la mère. Elle a peur de pas être assez consacrée à ses enfants, assez consacrée à son travail, assez consacrée à son conjoint. Mais ça en dit long. Gabrielle Cluzel. Non, je pense que chaque femme ressent cela de façon plus ou moins forte. Et le but est de réconcilier ces 3 femmes en elle. Mais néanmoins, ce n'est pas un obstacle à la maternité et ça montre au contraire sa richesse. Moi, ce que je veux dire, c'est citer une féministe célèbre qu'on cite peu et qu'on n'a pas retenu pour cela, c'est Marguerite Duras. C'est peut-être la seule qui a mis en avant la maternité. Vous savez, Simone de Beauvoir, ses proches disaient d'elle, elle déteste viscéralement la maternité. Et Simone de Beauvoir, c'est quand même la base de notre féminisme actuel. On va revenir à Simone de Beauvoir, mais justement, sur Marguerite Duras, c'est vrai, c'est étonnant, vous la citez, et effectivement, vous citez des propos qui rendent hommage à la maternité. Absolument. Alors, il faut savoir qu'elle avait perdu un premier enfant in utero. Alors peut-être qu'elle en a éprouvé tout le prix, mais elle dit, je crois qu'il faut avoir des enfants, ne pas en avoir, c'est se priver de la moitié du monde. C'est extrêmement fort comme phrase. Mais vous noterez que c'est pas cette phrase-là qu'on a retenue parce que la doxa aujourd'hui revient à dire que, au contraire, pour une femme, c'est s'aliéner que d'avoir des enfants. C'est par exemple ne pas voyager, parce que je voulais les reprendre cette référence à ne pas connaître la moitié du monde de Marguerite Duras. Si on préfère connaître les enfants des autres à l'autre bout du monde qu'avoir la curiosité de pouvoir connaître les siens propres. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a aucun courant dans le féminisme, en tout cas qui a pignon sur rue, parce que moi j'aime bien dire que je suis féministe, je suis pas masochiste, je défends les femmes. On le sent un peu, ça affleure dans les pages. Voilà. Mais il n'y a pas de courant qui défende la mère, et pourtant une majorité de femmes sont mères. Il y a beaucoup de sororité. Non, mais pourquoi pas? Écoutez, moi, c'est un concept qui me touche, la sororité. Il peut y avoir une solidarité entre les femmes et entre les mères, mais si vous voulez, la mère n'est jamais défendue par le féminisme qui aujourd'hui a pignon sur rue, comme si elle n'existait pas. Vous noterez par exemple qu'au moment de la réforme des retraites, personne n'a évoqué la mère. Vous savez, dans Harry Potter, il y a Voldemort, il y a un nom qu'on peut pas prononcer. Il y a aussi Voldemort, la mère, on peut pas prononcer son nom. Yael Braun-Pivet, au moment de la fête des mères, elle a dit, je suis très fière de mes enfants, c'était la chance de ma vie, j'ai
ses 5 enfants, mais elle était au perchoir, elle n'a pas défendu les mères, ça m'a beaucoup frappé. En quoi les mères, mais enfin bon, elle a 5 enfants, donc ce qui prouve qu'une femme parfaitement éduquée, et d'ailleurs du parti d'Emmanuel Macron, peut avoir 5 enfants. Absolument. En quoi, dès lors, pour reprendre une de vos formules, les mères sont aujourd'hui stigmatisées ? Eh bien, écoutez, c'est la dernière catégorie de population, par exemple, qu'on peut moquer sans dégâts. Se moquer de la mère de famille nombreuse comme une mère pondeuse. Je vous renvoie à certaines expressions qui ont été utilisées pendant précisément cette réforme de retraite, ou des mères réduites à un ventre. Vous savez, il y a un proche d'Emmanuel Macron qui avait dit sur France Inter, ah non, Emmanuel Macron, il veut pas trop parler des mères dans le cadre de la réforme des retraites parce que il veut pas réduire les femmes à un ventre. Donc on imagine qu'une mère c'est un ventre. On peut leur refuser des logements. Vous savez, on parle des minorités discriminées. Moi, je peux vous donner mon cas. J'ai fait de procès à personne parce que déjà parce que c'est pas mon genre, et puis parce que je crois que c'est pas la faute des gens. Il y a une espèce de puérophobie au sens propre du terme. On m'a refusé un appartement parce que j'avais des enfants. Vous racontez ça, hein, justement. Donc, vous avez fait un petit peu le tour, et puis avec vos 7 enfants, c'était effectivement les propriétaires qui avaient peur, puisque vous étiez à l'époque, votre mari faisait un métier où on se déplaçait beaucoup, et donc vous étiez obligé fréquemment de visiter de ville en ville un certain nombre d'appartements pour pouvoir y mettre toute votre famille. Moi, il y a une question quand même qui me vient à l'esprit. Donc j'entends bien que vous parliez et vous dénoncez ce phénomène qui consiste à stigmatiser les mères de familles nombreuses, en revanche, et de refuser de la maternité. En revanche, est-ce que lier la féminité à la maternité, comme vous le faites dans votre livre, n'est-ce pas non seulement réac, voire pétainiste, mais surtout réducteur ? Eh bien non, ce qui est réducteur, c'est, si je puis me permettre, alors c'est vrai que vous avez raison de dire que c'est considéré comme pétainiste. Aujourd'hui, défendre la mère, c'est considéré comme pétainiste, alors que je rappelle que la femme de Maurice Thorez, par exemple, disait que c'était les conservateurs qui étaient néo-malthusiens, que c'était la gauche, au contraire, la gauche ouvrière, aimait les enfants. Alors pourquoi c'est réducteur ? Les politiques familiales ont commencé sous la Troisième République. Pourquoi c'est réducteur ? Parce que, au contraire, c'est réducteur au sens premier du terme, on lui enlève sa maternité. C'est-à-dire qu'on convainc la femme depuis sa petite enfance, depuis qu'elle a 13 ans, dès qu'elle devient nubile, on lui dit il faut que tu traites ta fécondité comme une maladie chronique et que tu la poses sur le côté comme un paquet encombrant, et tu iras plus vite et tu courras plus loin. Et c'est cette idée-là. Donc, et en réalité, on lui enlève sa potentialité maternelle qui fait partie d'elle. Être mère ou pouvoir être mère, même pour celles qui ne le seront jamais, c'est quelque chose d'intrinsèquement féminin, et occulter cet aspect-là, c'est au contraire l'amputer d'une dimension, et en ce sens la réduire d'une dimension extrêmement importante. Voilà. En quoi, je vous cite, les femmes ont abdiqué ? Eh bien, écoutez, les femmes ont abdiqué parce que, précisément, elles se sont laissées retirer cet avantage proprement féminin. Vous savez, c'est ce privilège exorbitant de la maternité. Moi, aujourd'hui, on parle d'hommes enceints. Est-ce que vous croyez qu'il y a une civilisation qui a déjà, fut-elle extrêmement oppressive pour la femme, qui lui a retiré ce privilège de la maternité ? Il n'y en a aucune. Nous sommes la première génération, je pense, à le faire. Donc la femme a abdiqué parce qu'elle a accepté qu'on lui retire cette maternité, et c'est proprement stupéfiant de voir à quel point elle a accepté, ce qui est une violence. Moi, quand je vois des jeunes filles qui se font ligaturer les trompes à 20 ans, il y a une jeune fille qui a témoigné sur le Média Brut. Vous savez, ça a été un des éléments déclencheurs de ce bouquin, d'ailleurs. Elle disait, j'ai 23 ans, je me suis fait ligaturer les trompes, c'est remboursé à 100% par la sécurité sociale, je l'ai vérifié, parce que pour les femmes entre 18 et 26 ans voient leurs moyens de contraception entièrement remboursés, donc c'est considéré comme tel. Donc à une époque mouvante, où on peut changer de métier, changer de voie pour les études, changer de compagnon, on pose un acte, et la société finalement en le remboursant l'encourage, on pose un acte aussi définitif que celui-là, qui est peu réversible. Est-ce que elle peut imaginer ce que sera son état d'esprit à 40 ans ? Donc j'ai trouvé ça d'une violence extrême, je trouve ça
on parle beaucoup de violences faites aux femmes, une violence faite aux jeunes filles. Et je voudrais inverser ce narratif qui consiste à dire que la maternité serait un conditionnement de la société. Vous savez, on a coutume d'entendre dire la société pousse les femmes à avoir des enfants, mais c'est l'inverse. Et du reste, je peux vous donner un exemple simple, c'est que une institutrice me disait, quand je demande aux petites filles dans ma classe qui veut être maman, elles lèvent toutes le doigt. À 25 ans, plus aucune veut l'être. Mais qui est plus proche de l'état de nature? Vous savez, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants parce qu'ils connaissent pas encore la bienséance, et qui a été formatée par la société? Eh bien, évidemment, celle de 25. Elle a réprimé. Moi, je considère elles sont dans un corset psychologique qui les fait réprimer ce désir d'enfant. Vous parlez du corset, d'ailleurs, dans votre livre, ça donne vraiment pas envie. Sur le nombre d'enfants, vous allez vraiment à contre-courant. On va y revenir, mais il y a deux concepts sur lesquels je voudrais revenir avec vous. Il y en a un d'abord que vous évoquez, la puérophobie. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, aujourd'hui, il y a une peur de l'enfant. Vous savez, on parle beaucoup de phobies. Il y a des phobies de toutes sortes qu'il faudrait réprimer. Aujourd'hui, il y a une phobie qui est autorisée, c'est la peur, et qui conduit parfois à la détestation. Vous voulez interdire la peur, Gabrielle Cluzel? Non, je veux pas interdire la peur, mais je veux dire aux gens, n'ayez pas peur. Décidément, je reste dans la dans la religion. Mais c'est ce qu'on reproche justement. On dit vouloir avoir beaucoup d'enfants, c'est quelque chose c'est un dictat religieux. Ah non, et c'est terrible de dire ça. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir des enfants serait réservé aux gens croyants. Les autres ne s'aimeraient pas assez pour se dupliquer. Je trouve ça quand même extrêmement triste. Mais on voit qu'il y a une puérophobie, c'est-à-dire que quand on rentre dans un restaurant avec beaucoup d'enfants, vous avez un regard particulier parfois. Je l'ai noté notamment en Allemagne, un pays qui n'a pas beaucoup d'enfants. Quand je rentrais avec mes nombreux enfants, je voyais les clients extrêmement inquiets. Parce que notre société, vous savez, une société, c'est une addition d'hommes, elle est devenue comme une grand-mère. Quand on est parent, on a l'habitude d'avoir des enfants. Quand notre société était jeune, elle avait l'habitude d'avoir un niveau sonore, un peu de bazar, un casque de Playmobil sur le tapis, un Lego dans lequel on se prend les pieds. Bon, elle avait l'habitude des enfants. Et en plus, elle savait s'en occuper. Elle savait leur dire, va dans ta chambre, là, c'est l'heure des parents, là, ne parle pas à table à tort et à travers, donc elle savait les gérer. Aujourd'hui, on a une société de grands-parents. Comme les grands-parents, quand ils ont perdu l'habitude des enfants, ils ont du mal quelquefois à voir arriver leurs petits-enfants, parce que leur maison est bien rangée et silencieuse, il faut du temps pour s'habituer. Et bien là, la société ne sait plus. La société et elle ne sait plus les gérer. Elle est comme une poule devant un couteau. Elle ne sait plus les éduquer. Donc c'est un cercle vicieux. Donc de fait, ils sont parfois mal élevés. Donc un peu difficile à supporter, et elle se dit, vous voyez, il faut pas avoir d'enfants, ils sont insupportables. Binks contre alors là, j'arrive plus à dire Ginks. Vous commencez votre livre par ces acronymes un peu barbares, disons obscurs. Est-ce que vous pouvez traduire? Parce que c'est une réponse. Binks contre Ginks. Voilà, c'est une réponse à un mouvement. Vous savez, dès qu'on met un acronyme, ça devient toujours extrêmement sérieux, et on peut faire des tas d'articles dans la presse sur le sujet. Donc les Ginks ont bénéficié, en plus c'est anglais, donc ça fait encore plus chic, d'une couverture médiatique incroyable. Ça veut dire Green Inclination, avec mon superbe accent. Donc ça veut dire vert, écologiste, et no kids. Voilà, la fin veut dire no kids. Alors moi, j'ai dit, j'ai créé l'acronyme miroir, Baby Inclination, Many Kids. Voilà, donc ça fait bing. C'est dur à prononcer. Pour le moment, la question écologique, je n'ai pas déposé la marque. Donc ça veut dire que la question écologique, vous l'éludez? Écoutez, il y a 1000 arguments qui poussent aujourd'hui les femmes à ne pas avoir d'enfants. Alors, économique, elles vont être pauvres. Physique, elles vont être moches, parce que grosses, flasques. Psychologique, ça va être difficile, ça va être lourd. Culpabilité, charge mentale, etc. Et écologique. Et alors, là aussi, vous verrez quand même la manipulation contradictoire. Parce qu'on leur dit à la fois, ne vous sacrifiez pas pour la société, par exemple dans le cadre de la réforme des retraites, la société a besoin d'enfants, vous n'allez pas avoir des enfants parce qu'on vous enjoint à avoir des enfants dans cette société. Mais en même temps, on leur dit, en revanche,
sacrifiez-vous pour la planète. Et c'est quand même curieux. La Terre. Renoncer à avoir des enfants pour sauver la planète. C'est ça. Voilà. Donc l'écologie n'est plus un environnement autour de l'homme. Est-ce que l'enfant est une menace pour l'écologie ou pas? Est-ce que l'enfant n'est pas une menace pour l'écologie? Bon, déjà, je vais vous dire, on ne dit ça qu'à l'Occident, et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Occident et la France notamment est certainement pas aussi polluant que le reste des continents. Par ailleurs, moi je crois, alors il paraît qu'on appelle ça le technosolutionnisme, mais tant pis, je vais être technosolutionniste. Je crois que statistiquement, plus on a d'enfants, plus on trouve des solutions au problème. C'est l'affaire du petit poussé. Quand vous avez 7 enfants, c'est le 7e enfant surnuméraire qui réussit à faire revenir les autres à la maison et qui rend riche ses parents. C'est le nombre d'enfants que vous avez, rapidement, Gabrielle Cluzel. Juste une question, ni vos petits-enfants. Une question, juste, qu'est-ce que vous ont offert vos enfants pour la fête des mères cette année? Ils m'ont offert beaucoup de fleurs, voilà, et un parfum. Oh, c'était pas mal, c'était mieux que d'habitude. Hein. Vous découvrirez pourquoi c'est mieux. En lisant Yes Kids, c'est un livre qu'on savoure, une écriture douce et limpide, un vrai plaisir de lecture. On n'est pas forcément d'accord, mais c'est ce qui justement en augmente le plaisir. La colère d'une mère face au nouveau diktat de la famille. C'est chez Fayard et c'est à lire. Point de vue, c'est terminé. Bon week-end sur le Figaro TV.